Bonjour, good morning, everyone. Welcome back to our second part of the conference on measuring environmental effectiveness or effectiveness of environmental law through the use of legal indicators. It's a great pleasure to see so many back online and our participants here in the room. Today, we will start with a session that looks at international law, the effectiveness of international law. We already had some discussions yet about the need for international law and some reflections about its effectiveness. We all know that international law has its weaknesses, but we also know that we do need it. We need it because many of the environmental challenges are collective action problems. They have accumulated over a long time and over huge distances. They can be global. And in order to address collective action problems and to avoid free riding, we need international collaboration, cooperation, and norms. We also need to balance different interests of states. Just take the example of climate change, where you have, of course, small island developing states that are particularly vulnerable and exposed to climate change and have very different expectations from international law than, for example, major contributors. But still, we need to balance interests and rights in global agreements and regional agreements. International law is not only global law, it is also regional law. It can be bilateral agreements as well. Of course, there are many examples, as I said, of, I wouldn't say of failures, but of challenges. But we also have example of successes. And Professor Fromageau yesterday mentioned a couple of successes. For example, the Montreal Protocol on the protection of the ozone layer. We have the Aarhus Convention on access to justice, for example, which has been very successful. And we see a number of developments in international environmental law, where, for example, in many of these treaties, we have the establishment of non-compliance mechanisms, treaty internal bodies that address issues of non-compliance and try to avoid non-compliance and enhance implementation, enhance parties' capacity to implement rather than punish for non-compliance. That it's something very interesting in international environmental law. We also see, for example, within the Paris Agreement, but also other international treaties, the possibilities for global stock takes, where parties regularly get together and assess where they collectively are in meeting the objectives of the treaty itself. That's a very interesting development, which could be kind of an indicator on a global level, or development of indicators of where we are in collectively meeting the objectives of the treaty. So we have a lot to study, but there's also a lot of room for improvement, of course, and that is something that we will discuss today. We will first look at international environmental law and indicators and effectiveness of implementation in the context of the Ramsar Convention on the protection of wetlands of international importance. Then we move on to the Barcelona Convention on the protection of the marine environment in the Mediterranean. And then we have two interventions on climate change. Now, talking about effectiveness of international environmental law, let me just add one reflection here, and maybe we come back to that in the discussions today. In many cases where we see challenges in implementation, it may not be because of the treaty itself, but it is a challenge in capacity, in finance, in technology, and it will be very important to identify what exactly are the implementation challenges in order to address them. But without further ado, what I would like to do is, first of all, I would like to remind every speaker today
both those that are online with us today and those that are here, that every speaker has about 15 minutes to present his or her presentation. And I also asked the colleagues on the panel to think about questions to their fellow presenters so that we have maybe a more lively, interactive discussion ongoing here. And I would like, we are still missing one or two speakers here today. I would like to start with a question that was yesterday posed to Professor Michel Prieur. We didn't have the time yesterday to address this question, so just allow me for 5 minutes to maybe ask Michel to address the question. It was a question we received online, and then Professor Prieur to answer. Michel has the question. He will read it, and the other Michel will answer it. La question posée par Aude Foriniti, que nous saluons, si elle est en ligne, la voici. Dans le prolongement des interventions de messieurs Aguila et Fombostier, il me semble fondamental d'interroger les valeurs qui sous-tendent les indicateurs, surtout s'il s'agit d'indicateurs juridiques. De même que je m'interrogeais ce matin sur les risques inhérents à une approche quantitative, il me semble absolument crucial d'adopter une approche globale des indicateurs et en particulier de croiser l'efficacité environnementale avec les questions d'éthique sociale et intergénérationnelle. Cela a-t-il été envisagé dans la démarche des auteurs de l'ouvrage cité donc hier? Merci pour vos éléments de réponse. Merci. Merci pour cette question. Alors, j'ai ressenti dans les débuts de la question une certaine méfiance vis-à-vis de l'approche quantitative. Alors, on a essayé hier de répondre à cette préoccupation. Les chiffres font peur, mais on doit surmonter notre peur face aux chiffres. Parce que les chiffres, comme on l'a dit hier, c'est pas pour gouverner, mais c'est uniquement pour aider à la bonne gouvernance. C'est un outil qui n'impose absolument rien aux acteurs. Il est là simplement pour informer d'abord que le droit existe et ensuite que le droit sert à quelque chose. Et déjà, si on a compris ces deux éléments, on a progressé par rapport à l'effectivité puisqu'on a sensibilisé à la fois les gouvernements et la société civile à l'utilité du droit et à l'effectivité du droit. Ceci étant dit, la deuxième partie de la question mérite de plus grand développement concernant le fait de savoir si les indicateurs juridiques permettent une approche globale ou sont condamnés à une approche purement sectorielle. Alors, dans l'état actuel de la méthodologie qui est présentée dans l'ouvrage qu'Émilie Gaillard a présenté hier, dans l'état actuel de cette méthodologie, ce n'est qu'une approche sectorielle, parce que l'analyse quantitative de l'effectivité du droit se fait dans des domaines particuliers du droit de l'environnement. On en verra des exemples dans un instant sur la Convention de Ramsar, puis sur la Convention de Barcelone, puis sur certains domaines du droit national. Donc, effectivement, c'est une approche sectorielle. Parce que, au point de vue méthodologique, on ne peut pas calculer en même temps l'effectivité de tout. L'environnement est un ensemble complexe et global, et ça serait illusoire de penser que scientifiquement, on peut avoir une analyse quantitative pour tout l'environnement. Il faut d'abord faire des approches sectorielles par domaine particulier d'environnement. Et c'est seulement après, mais c'est un exercice futur à faire, c'est seulement après qu'on pourra procéder à des agrégations entre différents secteurs qu'on va, si je puis dire, additionner les uns aux autres, et ensuite surtout faire une agrégation entre
les indicateurs juridiques et les indicateurs non juridiques, les indicateurs scientifiques, pour avoir une réponse en quelque sorte au mélange entre efficacité et effectivité. Mais ça, ce sont des étapes ultérieures que nous devons progresser pour atteindre à la fois au niveau juridique et au niveau mathématique. Je vous remercie. Merci beaucoup, Professor Prieur, for answering this question from yesterday. And it's interesting. I had a question yesterday also about aggregation and disaggregation. We probably need also treaty objectives and purposes that are possible to disaggregate in order to aggregate them again when parties implement them. And many of these international global treaties are really hard to disaggregate. For example, the Aichi targets and the Biodiversity Convention were hard to disaggregate and then drag it. But without further ado, thank you for le son. Le son? It's on. It was on. It's right in front of the speaker microphone. Well, thank you. I'll cut this short here. Without further ado, please allow me to welcome two master students from the University of Strasbourg who worked under the supervision of Professor Michel Durousseau and Professor Michel Prieur. Michel, would you like to introduce the students and say a couple of words, please? The floor is yours. Merci, Madame la Présidente. Alors, très brièvement, pour introduire le sujet, durant l'année universitaire 2020-2021, un groupe de 6 étudiants volontaires du Master 2 droit de l'environnement de l'Université de Strasbourg s'était porté volontaire pour réaliser un travail collectif sur les indicateurs juridiques appliqués à la Convention de Ramsar sur la protection des zones humides d'importance internationale. Alors, ces étudiants, c'est intéressant, viennent de France, de Turquie, de Grèce et de Colombie. Et donc, Marie Lassalle, Göksal Suendan, Amélie Pedrono qui est présente, Ornella Insalako qui est présente, Georgia Fili et puis Gabriel Andrés Suarez, à qui je souhaite un bon rétablissement, s'il nous entend. Alors, cette démarche s'inscrit dans un cadre plus général des indicateurs juridiques pour mesurer l'effectivité du droit de l'environnement, qui est développé par le Centre international de droit comparé de l'environnement de Limoges, présidé par le professeur Michel Prieur. Alors, pendant leur année universitaire, le groupe d'étudiants a beaucoup travaillé. Il y a eu plusieurs réunions avec les encadrants et les étudiants ont produit 2 rapports. Un inventaire des obligations juridiques plus ou moins contraignantes contenues dans les résolutions et les recommandations des conférences des parties à la Convention. Et d'autre part, ils ont procédé à l'identification des questions juridiques dans le modèle de rapport national que les États parties doivent rendre. Et ils ont fait des propositions aussi de modification de modèle sur ces aspects juridiques. Voilà, donc le plus simple est maintenant, je vous cède la parole, donc Ornella et Amélie, c'est à vous. Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous sommes honorés de pouvoir participer à ce colloque. Tout d'abord, nous souhaitons remercier toutes les personnes qui ont rendu cet événement possible et Madame Christina Voigt pour cette introduction. Le professeur Michel Prieur pour ses importants enseignements relatifs à la Convention Ramsar, Monsieur Michel Durousseau pour son encadrement durant toutes les visioconférences d'étape, Madame Marie-Pierre Camproux-Dufresne, la directrice du Master 2 droit de l'environnement, des territoires et des risques de l'Université de Strasbourg, et Louise Jacot, anciennement stagiaire au Centre international de droit comparé de l'environnement, pour avoir réalisé le PowerPoint qui vous est présenté. Nous avons étudié la Convention Ramsar relative aux zones humides d'importance internationale
Cette convention compte 172 parties contractantes et elle protège plus de 2300 zones humides. Elle est particulièrement importante car elle protège des écosystèmes multifonctionnels. L'objectif de notre recherche était de mobiliser les indicateurs juridiques, nouveaux outils pour évaluer l'application effective de la Convention Ramsar. Ce travail s'inscrit dans une recherche opérationnelle, dans une recherche de réponse opérationnelle aux demandes répétées des États. Par exemple, le Burkina Faso a déposé un projet de résolution intitulé « Créer des indicateurs juridiques pour mesurer l'effectivité de la Convention de Ramsar ». Afin de concrétiser cet objectif, 2 groupes de travail ont été constitués. Donc, 3 étudiants ont réalisé une revue critique des COP Ramsar ainsi qu'un inventaire des obligations à portée juridique. Et le second groupe a identifié des questions juridiques dans le modèle de rapport national et a formulé des propositions de modification comme l'a exposé Monsieur Durousseau, dans la perspective d'un meilleur suivi de l'application de la Convention. Je cède donc la parole à Mehdi qui va vous présenter les travaux du premier groupe. Mesdames, Messieurs, bonjour. Alors, l'objectif de nos travaux était de réaliser une revue critique. L'objectif de nos travaux était de réaliser une revue critique des COP Ramsar et de réaliser un inventaire des obligations à portée juridique. La méthodologie que nous avons employée pour atteindre le but a été la suivante. Dans un premier temps, nous avons identifié, trié, listé les obligations juridiques contenues dans les résolutions et dans les recommandations qui ont été établies de la première à la 13e conférence des parties à la Convention Ramsar. Dans un deuxième temps, nous avons analysé chaque obligation juridique pour en déterminer son objet, sa portée et son apport à la Convention Ramsar. En troisième lieu, nous avons réalisé un tableau avec un résumé des obligations juridiques. Enfin, en dernier lieu, nous avons classé les obligations juridiques d'après la terminologie utilisée dans les résolutions et selon leur degré d'intensité. Nous avons utilisé une légende, une forme de code, avec 4 étoiles pour indiquer les termes les plus insistants, tels que la conférence des parties demande aux parties contractantes, demande vivement ou instamment. Nous avons utilisé 3 étoiles pour les formules insistantes plus faibles en intensité, comme par exemple la conférence des parties prie instamment ou prie vivement les parties contractantes. Ensuite, on retrouve les termes peu contraignants, représentés par 2 étoiles, comme par exemple la conférence des parties appelle les États, exhorte les États, les incite. Enfin, les termes ayant la plus faible intensité, tels que recommande, invite ou encourage, sont représentés par 1 étoile. Une fois appliquée cette méthodologie, nous avons obtenu les résultats suivants. Tout d'abord, 246 termes ont été analysés. Ils indiquent que la conférence des parties attend des États l'adoption de certains comportements, certaines actions assez détaillées, telles que par exemple l'adoption d'un cadre législatif protecteur des zones humides. Ensuite, nous avons constaté que les attentes des COP et le degré d'exigence envers les États dans la réalisation de l'objet de la résolution varient en intensité. En effet, on retrouve une majorité d'encouragement et de prières à adopter des comportements, des législations ou des méthodes. Par exemple, dans la résolution numéro 3 de la COP 8, la conférence des parties encourage les États à réaliser, si possible, des études sur le rôle des zones humides vis-à-vis du stockage et du piégeage du carbone. Enfin, on retrouve de rares insistances des COP envers les parties, utilisées en particulier pour les attentes les plus importantes. À titre d'exemple, on peut citer la recommandation numéro 3 de la COP 1. La conférence des parties contractantes demande aux États d'augmenter le nombre de sites inscrits sur la liste des zones humides d'importance internationale en donnant une attention particulière aux aires situées hors du paléarctique occidental. Nos résultats nous ont permis de formuler certaines conclusions. Les rapports juridiques se présentent majoritairement comme étant de faible intensité, voire très faibles, avec des exigences empreintes de diplomatie. En conséquence,
Il existe un risque de perdre de vue l'effectivité de l'application de la Convention Ramsar et des résolutions adoptées par les COP, et un risque de passer à côté de l'objectif de protection des zones humides. Je vous remercie de m'avoir écouté et je passe la parole à Ornella. Merci Amélie. Les travaux du second groupe de travail ont présenté un double objectif. D'une part, apporter des modifications au rapport national, document qui permet d'avoir un suivi administratif, institutionnel et juridictionnel de l'application de la Convention par les États parties, dans l'objectif d'une meilleure effectivité de la Convention. Et d'autre part, mettre en lumière pour les pouvoirs publics les progrès, les difficultés, les lacunes et les régressions auxquelles ils font face. La méthode que nous avons employée se décompose en plusieurs étapes. Tout d'abord, nous nous sommes appuyés sur le modèle de rapport national pour la COP 14 de Ramsar. Et après une lecture critique de ce rapport, nous avons identifié et sélectionné les questions juridiques, car toutes les questions n'étaient pas juridiques, auxquelles nous avons appliqué les 6 familles d'indicateurs juridiques proposés par Michel Prieur dans son ouvrage Mesurer l'effectivité du droit de l'environnement, des indicateurs juridiques au service du développement durable. Les 6 familles d'indicateurs juridiques sont les suivantes. Donc, il y a le critère existentiel de la norme, de son applicabilité, de son contenu, la présence d'organes et d'institutions, l'existence de contrôle, et enfin, le critère extra-juridique qui peut conditionner l'application de la norme. À l'issue de toutes ces étapes, nous avons proposé des modifications aux questions juridiques du rapport. Nous avons comptabilisé au total 125 questions, parmi lesquelles 70 sont des questions juridiques, soit 56% du rapport. Et à la lumière des 6 familles de critères d'effectivité, ces 70 questions juridiques ont fait l'objet de 6 propositions d'ajout et 53 propositions de modification que vous pouvez consulter dans notre rapport. Je peux vous illustrer par exemple une question qui a été modifiée. Pour la question « Votre pays s'est-il efforcé de conserver des petites zones humides ?» Nous avons proposé d'ajouter à cette question des contrôles et des sanctions sont-ils prévus, car une mesure de conservation, pour qu'elle soit pleinement effective, nécessite des contrôles et des sanctions. Le groupe de travail a également formulé plusieurs propositions pour faciliter le travail des États, préciser ou améliorer la rédaction des rapports nationaux. Donc, nous avons souligné la nécessité de préciser les questions inscrites dans le rapport, notamment à l'aide d'exemples concrets, afin de guider la réflexion des États et surtout d'avoir un meilleur suivi de l'application de la Convention. Nous avons également préconisé la simplification de formulation des questions pour faire gagner du temps aux États lors de la rédaction du rapport. Ensuite, nous avons invité les États à justifier le plus possible leurs réponses, notamment concernant les réussites et les obstacles renforcés, ainsi que les priorités qu'ils ont identifiées pour l'application de la Convention, pour avoir un meilleur aperçu de l'évolution de l'effectivité de la Convention sur leur territoire. Et enfin, nous avons mis l'accent sur l'importance des contrôles, des recours et des sanctions pour assurer l'effectivité de la Convention. Ce travail nous a permis de montrer l'importance des indicateurs juridiques pour établir un lien étroit entre le droit international et la mise en application locale. Vous pouvez consulter, si cela vous intéresse, les 2 rapports en le demandant au Centre international de droit comparé de l'environnement ou à la SFDE à l'adresse laurence.renard@unistra.fr. Nous vous remercions pour l'attention que vous aurez apportée à notre travail. Thank you very much, Ornella and Amélie, for your wonderful presentation, but also for your very important
research. And thanks, of course, also to your supervisors for aptly supervising you. It's a very important piece of work you're doing. It is with great pleasure now that I would like to welcome our next speaker who is about leaving the room. Jakub, don't go. We need you. Sorry, not now. Okay, of course. How can I? Hurry up. Okay. On that note, do we have any questions to the students, to the supervisors? Michelle? Now this is going to get tough for you. Your supervisor has a question. Go ahead, please. Non, Madame la Présidente, c'est pas une question. Je voudrais adresser des remerciements à Madame Marie-Pierre Camproux, qui est la directrice du Master 2. Je me joins au propos des étudiants et qui fait beaucoup pour injecter des thèmes dans le travail, des thèmes d'actualité dans les travaux des étudiants, et qui crée un esprit de dynamique et de cohésion tout à fait remarquable dans les différentes promotions. Adresser également des remerciements au professeur Michel Prieur, qui nous a fait vraiment le plaisir de participer à toutes les réunions d'étape et de nous conseiller. Et puis vous remercier les 6 étudiants tout spécialement, et également vos collègues de la promo, parce qu'il y avait vraiment une bonne ambiance. Vous avez fait un bon travail, sérieux. Et je voulais remercier aussi Louise Jacot, qui a fait une belle synthèse et une restitution en quelques diapos de 2 rapports qui sont fort épais. Voilà, mes compliments. Ouais. Alors, je crois qu'il faut bien insister sur le fait que c'est vraiment un exercice inédit et expérimental. Inédit parce que je connais pas d'équivalent dans le passé. Alors il y a probablement eu des thèses, bien entendu, sur la Convention de Ramsar qui ont développé l'ensemble des éléments relatifs au contenu de la Convention, mais l'analyse qui nous a été présentée a fait de façon systématique la recherche du droit dans la Convention. Et avec la multiplicité que l'on connaît des mots, du vocabulaire du droit international pour expliquer le degré d'obligation juridique, qui est un degré variable, plus ou moins intense. Et je crois que l'effort, avec l'illustration des différentes étoiles pour montrer ce qui est très strictement obligatoire, ce qu'il est un peu moins et ce qu'il n'est pas du tout, est un exercice tout à fait utile et important, et qui va conditionner par la suite justement la construction d'indicateurs juridiques qui vont permettre de mesurer la variation dans l'intensité juridique qui est exigée par la Convention. Et je crois que cet exercice au niveau méthodologique est tout à fait fondamental, et merci encore à la réussite de ce travail par les étudiants de Strasbourg. Many thanks again to Professor Michel de Rousseau and Professor Michel Prieur, and to the students. Thank you so much. And it's now with great pleasure to welcome our dear guest, Dr. Jakuba Zawodogo. Take a deep breath, Jakuba. Dr. Zawodogo traveled all the way to be with us from Burkina Faso. Jakuba is a legal advisor, I think, to the Ministry of the Environment in Burkina Faso, and he is also the research coordinator of the environmental lawyers, of Francophone environmental lawyers of Africa, and he's been affiliated with CIDSE for many years. It's a good colleague, good friend. Jakuba, welcome. You have the floor.
Et merci également pour l'invitation à cette rencontre qui va me permettre de dire un mot sur le projet de résolution que le Burkina Faso a soumis au secrétariat de la Convention de Ramsar et qui, en principe, à la COP 14, fera l'objet d'une appréciation et d'un examen et d'une adoption. Alors, c'est vraiment un bref exposé qui n'est pas long, que j'avais voulu en 4 points. Une introduction, un exposé des motifs, le contenu du projet de la résolution et bien sûr peut-être terminé par les auteurs de cette résolution. En introduction, beaucoup d'éléments de mon introduction ont été évoqués plusieurs fois. Je pense que hier matin, je n'étais pas là, mais le professeur Michel Prier me disait que il a un peu retracé le trajet justement donc des indicateurs. En partant donc de la rencontre d'Abidjan que nous avons organisée en 2013 sur la mise en œuvre des droits de l'environnement et qui a un peu donné le top départ donc des indicateurs. Ensuite, je devrais aussi dire un mot sur l'importance des zones humides. Je pense que cette question aussi a été abordée hier par Agnès Michelo. Donc, ça nous fait gagner du temps. Mais peut-être que je vais prendre ce temps-là pour dire deux mots sur le professeur Michel Prier. Parce que quand on a le professeur Michel Prière, ça se passe pas comme ça. C'est des anecdotes, mais qui doivent peut-être inspirer beaucoup de gens. Lorsque justement, donc, on organisait le colloque sur la mise en œuvre des droits de l'environnement en Afrique à Abidjan en 2013, je pense que c'était le chargé de communication du ministère de l'Environnement, Michel Prière, était au Présidium. Il m'a dit, mais est-ce que tu peux présenter le professeur Michel Prière au public? Alors, j'ai un peu retenu mon souffle et j'ai dit, professeur Michel Prière, c'est le pape du droit de l'environnement. Et donc, depuis le colloque d'Abidjan, c'est le pape du droit de l'environnement. Mais c'est pas fini. Lorsque nous avons organisé le second colloque à Rabat en 2016, c'est pas peut-être quelques-uns connaissent le professeur Ouria, qui est une des grandes figures du droit de l'eau du royaume du Maroc. Elle dirigeait un panel où le professeur Michel Prière était panéliste. Et bien évidemment, elle devait présenter les panélistes. Mais lorsqu'elle est arrivée autour du professeur Michel Prière, elle a fait un petit silence de 10 à 15 minutes. Et puis elle est revenue pour dire que, en fait, écoutez, le droit de l'environnement, c'est Prière. Prière, c'est le droit de l'environnement. Alors, je me suis rapproché d'elle pour dire, mais j'ai eu la même difficulté que toi en 2013. Pour dire que, Prière, si vous devez cesser du boulot, vous n'avez pas de CV. En droit de l'environnement. C'est un avantage comme c'est aussi un inconvénient. Mais merci à Michel Prière d'être toujours avec nous parce que nous avons pensé que, justement, donc, après le principe de non-régression, voilà, ce grand professeur devrait se reposer. Parce que vraiment, il a trop fait pour les droits de l'environnement. Et on est encore surpris qu'après le principe de non-régression, il est encore sur les indicateurs. En tout cas, pour nous, nous lui souhaitons une longue vie pour qu'il puisse créer encore d'autres choses pour les droits de l'environnement, pour ces Michel Prière. Merci. Et donc, très rapidement, je continue avec l'exposé. Pour ce qui est donc de l'exposé, donc des motifs de ce projet donc de résolution, je reviens un peu sur le but, qui est justement donc de mettre en place un outil qui puisse permettre de mesurer le niveau d'application du droit de l'environnement. Quand on dit droit de l'environnement, c'est bien sûr, ça peut aller du droit de l'environnement global, mais de préférence, c'est du droit de l'environnement sectoriel. Quand on dit sectoriel, c'est prendre chaque instrument juridique et permettre justement donc à ce que les indicateurs soient utilisés pour justement donc mesurer donc ce niveau d'applicabilité. Donc voilà très brièvement donner le but donc de ces indicateurs. Et on aura remarqué que ces indicateurs ne sont pas isolés justement donc comme on le pense. Bien sûr, quand on écoutait la présentation donc de Agnès Michelet hier, on a dû comprendre que il y avait d'autres indicateurs qui existaient, les indicateurs scientifiques, les indicateurs économiques existaient déjà. Donc, les indicateurs juridiques viennent un peu compléter justement donc l'ensemble donc de ces indicateurs qui existent pour justement donc permettre une meilleure gestion durable donc de l'environnement. Alors, l'exposé de nos amis de ce matin nous ont montré
que les indicateurs juridiques constituent une réponse, du moins c'est une revendication de certaines institutions, de certains États. Et nous allons peut-être revenir sur 2 ou 3, bien sûr, peut-être qui ont déjà fait l'objet disposé par le professeur Michel Prière. On se souviendra donc de ce programme Montevideo 5 que tout le monde connaît avec le PNUE, qui est vraiment sur ce programme donc de mise en œuvre du droit de l'environnement, qui justement donc a également donc évoqué les indicateurs comme élément. Alors, comment on appelle, Yann Aguila hier a exposé sur le Pacte mondial de l'environnement. Lorsque le Pacte mondial de l'environnement a été mis dans les circuits des Nations Unies pour examen et adoption, le processus a voulu que le programme des Nations Unies pour l'environnement élabore un rapport sur l'état de l'environnement, sur l'état de mise en œuvre du droit de l'environnement dans le monde entier. Et justement, donc, c'est ce rapport qui a fait l'objet de trois sessions de négociations. Et à l'issue donc de ces négociations, on devrait pouvoir dire si oui ou non le droit de l'environnement est faiblement mis en œuvre, n'est pas mis en œuvre, et est-ce que justement donc cela nécessite que le pacte soit adopté comme instrument juridiquement contraignant pour appuyer donc la mise en œuvre du droit de l'environnement. Malheureusement, après ces 3 processus de négociation et d'examen justement donc de ce rapport, on est arrivé à d'autres conclusions. Mais justement pour vous dire que ce rapport a également évoqué la question donc des indicateurs. Et enfin, on revient encore sur la motion que l'UCN a adoptée en 2020, qui a aussi été une instigation donc du professeur Michel Prière. On se souviendra aussi que la convention d'Escazú, qui est un peu l'homologue de la convention d'Aarhus pour le continent américain, évoque justement ces questions donc d'indicateurs. Donc on voit que justement donc les indicateurs bien avant ont fait l'objet donc de revendications par les institutions internationales, par les États, et c'est toute chose que le professeur Michel Prière donc concrétise actuellement avec l'ensemble donc des accompagnants dans ce sens. Alors, notre projet de résolution, qu'est-ce qu'il contient? Alors, si vous lisez donc le projet de résolution, après donc le considérant, après les vues, alors on demande 5 choses. Alors, le projet de résolution charge le secrétariat de la Convention de Ramsar, bien sûr, à entreprendre dans le meilleur délai des travaux nécessaires visant à formuler des indicateurs de l'effectivité de l'application nationale de la Convention. Ensuite, le projet de résolution demande la prise en compte pour l'élaboration de ces indicateurs juridiques, les questions soulevées donc par les rapports nationaux et analysées qui ont fait l'objet d'analyse par le secrétariat. Le projet de résolution demande également que les indicateurs juridiques prennent en compte à la fois l'application de la Convention et de ses résolutions, le 4e plan stratégique des indicateurs entreprises au niveau régional. Et enfin, non pas enfin, il me reste encore ce projet de résolution invite les parties à collaborer à la mise en place donc des indicateurs juridiques. Et enfin, le projet de résolution prie le groupe de travail sur l'effectivité et le comité permanent de suivre et d'évaluer les travaux relatifs à la formulation donc des indicateurs juridiques. Donc, je terminerai très rapidement par les acteurs de ce projet de résolution pour dire que, comme tout le monde l'a dit, parce que nos amis de l'Université de Strasbourg l'ont dit, le projet de résolution a été soumis par le gouvernement de Burkina Faso au secrétariat donc de la Convention. Bien sûr, les conseils et l'appui scientifique et juridique du professeur Michel Prière. Et lorsqu'on était à Marseille, notre unité d'environnement a pu rencontrer la secrétaire exécutive de la Convention de Ramsar. Et au cours donc de leur échange, la secrétaire exécutive de la Convention Ramsar, c'est comme vous venez encore de le confirmer, a bien dit à notre ministre de l'Environnement que ce projet-là a été reçu par le secrétariat et qu'elle prendra donc les mesures nécessaires pour que ça soit examiné et adopté donc à la COP 14. Donc voilà très brièvement exposé ce projet de résolution
sans prendre de temps. Et j'espère qu'il y aura beaucoup de questions auxquelles nous soumettrons à l'exercice de répondre. Je vous remercie. Merci beaucoup. Jakuba, thank you so much for also walking us through the resolution process, and we can only wish you best of luck. We do have about half an hour, if not a little bit more, left at this session to address some questions. I ask again. Are there any questions, immediate questions to the presentation? I asked you to think about some. I would have one question, which is only meant to give the audience some more time to think about further questions. To the presentation we just heard on the suggestions or proposed different legal indicators, linking it to the first presentation by the students from Strasbourg. Did you, Lucie and Martin, did you consider the legal nature of the obligation? Did you look whether it was a binding legal obligation, it was a should or request or will? Did that impact your design of the indicator, or your analysis of what kind of obligation or legal requirement we have? The analysis that we heard the Strasbourg students did in the beginning. And then I have a second question, which basically goes to all speakers on the panel with regard to the use of legal indicators. I think we discussed yesterday and today the design of legal indicators, and you just gave us a wonderful presentation about possible indicators. But how can we strengthen them? How can we strengthen their impact and their use? And here my question is, did you consider possibilities to linking them to reporting obligations of parties to the Barcelona and to the Ramsar conventions? They have obligations to report on how well they're doing and implementing the conventions, and it might be very worthwhile considering, if it's possible, through maybe additional legal negotiations, to link them more directly to what parties actually do have to report, so that it becomes part and parcel of the information that is made publicly available. That might be a way to strengthen. But I just give the floor back to our students from Nice on the first question, and then maybe to everyone on the second question. Thank you very much, Mrs. President. Lucie, Mathéa, vous voulez amorcer une réponse à la question de notre présidente de session sur la prise en compte de la nature juridique de l'obligation dans chacune des dispositions du protocole de 2002 dans la formulation des indicateurs? Alors nous, personnellement, ce que j'ai eu au regard du travail qu'on avait effectué par rapport à la nature des obligations, en règle générale, donc pour ceux en tout cas que nous avons présentés aujourd'hui, nous restons tout de même sur une dimension qui est assez souple en fait. On va avoir une dimension qui sera peut-être de l'ordre du soft law, même si justement il y a plus ou moins des recommandations, notamment justement dans l'article 9, où voilà, on a eu un temps de conjugaison qui faisait que il y avait quand même une recommandation explicite faite aux États. Après, je pense que Mathéa pourra enchérir sur mes dires et mes allégations. Donc, à mon sens, la problématique des indicateurs juridiques, elle est là. Formuler des obligations tout en laissant une possibilité aux États de rester souples et également ne pas faire sentir que les indicateurs sont ici pour une surveillance, mais simplement... Ah, je vois que Monsieur Martin dodeline de la tête, donc je vais peut-être lui laisser le fil. Continuez, je réagirai.
Oui, donc à mon sens, la problématique, elle était là. Et même en tant qu'étudiant, nous avons eu au départ des difficultés à ne pas formuler d'indicateurs juridiques trop qui demandaient trop d'obligations justement envers les États. Et nous avons essayé de faire preuve de plus de souplesse dans la rédaction de nos indicateurs. Je complète volontiers la réponse. Ah, pardonnez-moi. Je complète volontiers la réponse. Je crois qu'un grand soin a été apporté justement à la considération de la nature juridique de chacune des dispositions du protocole. Je crois que c'est ce qui a été mis en évidence par la présentation de nos deux diplômés qui ont insisté par exemple sur les temps de conjugaison des verbes utilisés dans telle ou telle disposition, présent de l'indicatif, au contraire d'autres formulations qui créent de la souplesse. L'enjeu ayant été, pour le professeur Leray et moi-même, de s'assurer que précisément les étudiants respectaient bien le contenu de chacune des dispositions. Ça a été, Mathéa parlait tout à l'heure de la difficulté de l'exercice, une des principales difficultés finalement pour les étudiants que l'on avait incité à innover, à faire preuve d'imagination dans la formulation d'indicateurs qui peuvent vraiment permettre non seulement de révéler la mise en œuvre du protocole, mais aussi d'inciter les États ou de les accompagner à une meilleure mise en œuvre, ça a été de limiter la formulation des indicateurs à ce que contiennent vraiment les dispositions du protocole sans ajouter, c'est ce que Mathéa a évoqué, sans ajouter un contenu qui n'existe pas dans les articles tels qu'ils ont été négociés et adoptés. Il a bien souvent fallu frustrer les étudiants, corriger certaines de leurs tentatives de formulation d'indicateurs qui allaient bien plus loin que ce qui est en fait écrit dans les dispositions du traité. Et donc, vous le voyez, on a ainsi apporté un grand soin, et je pense que ça a été aussi une des vertus pédagogiques, je dirais, de l'exercice, apporter un grand soin à la manière dont ont été lues et interprétées les dispositions pour vraiment tenir compte de cette question de la nature juridique des obligations. Je me permets juste de très, très brièvement rajouter quelque chose. Effectivement, il y a certaines dispositions du protocole qui n'ont pas fait l'objet de l'attention de nos étudiants parce que justement leur valeur normative nous a semblé pas se prêter à l'élaboration d'indicateurs. Sur les 25 articles, j'ai plus précisément en tête combien n'ont pas été retravaillés par les étudiants, mais ils ne l'ont pas. S'ils ne l'ont pas été, ce n'est pas voilà une question de choix scientifique dans l'analyse. C'est vraiment parce que ceux-ci nous ont semblé ne pas se prêter à l'exercice. Alors, je ferai quand même une remarque aussi, puisque nous entamons une discussion. La présentation des étudiants strasbourgeois avait notamment comme mérite de proposer une méthodologie sur cette analyse de la vigueur normative des dispositions travaillées que j'ai trouvé très intéressante. Alors évidemment, c'est toujours très difficile de classer rigoureusement au sein des catégories 1, 2 ou 3 étoiles la valeur normative des dispositions. Reste que je crois que c'est une étape fondamentale dans l'appréciation qui doit être faite ensuite de la portée des indicateurs. Thank you. Thank you very much to Nice. Thanks for your presentations and also your answers. I give the floor back to the students from Strasbourg. Do you have any answers or do you have questions to Nice? Alors, j'ai pas de questions. Merci, c'était vraiment un exposé qui était très clair. Et je voulais vous remercier pour vos travaux qui sont complémentaires des nôtres. On voit que vous avez une méthode qui est un petit peu différente et je pense que ces échanges sont vraiment enrichissants pour discuter sur les différentes façons d'envisager les indicateurs juridiques et de faire progresser le débat. Merci beaucoup. Thank you. I also thought it was very interesting to see the compatibility of your two projects. I think that's very, very fascinating work being done. Jakuba. Pas de commentaires
particulier. Mais j'ai cru que le professeur Michel Prieur allait intervenir sur la question de savoir si les indicateurs avaient ce caractère obligatoire ou non. Est-ce que, comme Christina l'a demandé dans l'écriture de nos choses, est-ce qu'on doit mettre doit, est, peut, etc., etc., etc. Donc, c'est une question qui m'a amené de retourner au professeur Michel Prieur. Je voudrais, chère Christina, reprendre un des points que vous aviez évoqué. Le rapport national en tant qu'obligation des partis, je pense que c'est vraiment un point crucial. Et quelles que soient les formulations qui soient employées, c'est peut-être justement les acteurs qui sont proches des conventions, qui suivent la société civile, les universitaires, les ONG, qui peuvent interpeller les États, leurs représentants, et leur demander finalement des comptes pour connaître leurs réponses ou leur suggérer peut-être aussi d'améliorer des questions. Mais je crois que c'est un point tout à fait essentiel du point de vue juridique, qui est la portée de cette obligation, de la qualifier comme obligation, et puis la portée de produire un rapport qui soit étayé, précis, clair, ce qu'ils ne sont pas toujours quand ils existent, parce que les rapports ne sont pas toujours produits. Donc je crois que les travaux des étudiants de Nice Côte d'Azur, donc je salue les étudiants et leurs professeurs pour cet excellent travail. Ces travaux sont complémentaires, tout à fait complémentaires avec ceux qui ont été faits par les étudiants de Strasbourg. Et c'est vraiment une belle avancée. If I may, Mrs. President, add something? Yes, please. Where? Thank you. Because you raised this question about the obligation report and we forgot to answer. Je voudrais donc, switching to French language, je voudrais donc ajouter un mot. Effectivement, on s'est posé la question parce que les étudiants eux-mêmes se sont posé la question et il a fallu trouver des réponses sur la finalité de l'exercice. Formuler des indicateurs sur un traité dont on dispose, on peut comprendre, mais on était effectivement tiraillé entre deux méthodes ou deux manières de faire, puisque d'un côté, on avait les indications de l'ouvrage sur les indicateurs juridiques, les consignes de l'équipe du CIDCE. On avait également le modèle de rapport étatique selon la méthode article 26 de la Convention de Barcelone de compliance reporting. Aussi, il a fallu donner des indications à nos étudiants. Quelle est la finalité? Est-ce qu'on reste dans une logique de rapport étatique selon la méthode qui existe dans le cadre de la Convention de Barcelone, mais on essaye d'améliorer néanmoins le contenu des indicateurs, ou est-ce qu'on dépasse cette logique-là, qui est celle actuellement acceptée par les États, pour proposer des indicateurs qui vont bien au-delà de cette logique? C'est cette deuxième solution que nous avons imaginée en nous inspirant plus de la méthodologie de l'équipe coordonnée par Michel Prieur, tout en essayant d'imaginer comment on pourrait faire rejoindre finalement les deux exercices. C'est ce que l'on a essayé d'expliquer en ouverture tout à l'heure. Finalement, les travaux, les réflexions qui sont conduites au sein de l'institution internationale qui est le centre régional en charge du suivi du protocole prévention et situations critiques, qui s'appelle le REMPEC, vont vraiment dans ce sens-là. Comment arriver à gagner en efficacité, là aussi, sur la manière dont les parties prenantes au sein des États, les États arrivent à communiquer sur la manière dont ils mettent en œuvre le protocole, mais aussi toute une somme d'informations qu'ils sont censés produire au REMPEC. Et donc, on a imaginé une forme de rapport qui serait hybride ou un peu intégré
qui couvrirait à la fois la méthode de suivi telle qu'elle existe déjà à l'heure actuelle dans le modèle de rapport établi, mais qui intégrerait aussi d'autres aspects qui sont des aspects purement factuels sur la pratique de mise en œuvre des dispositions. Par exemple, quand nos étudiantes ont présenté, je ne sais plus pour quel article, la pratique des États relatifs à la notification d'incidents ou d'événements de pollution à l'Organisation maritime internationale ou au REMPEC. On dépasse complètement la logique du rapport national, compliance reporting, pour y ajouter, y incorporer des données sur les événements de pollution survenus, ce qui incite les États à aussi rendre compte ou à aussi répondre aux autres indicateurs à la lumière de ce qu'ils révèlent sur les situations qu'ils ont dû affronter, auxquelles ils ont dû faire face. Et cela nous semble être une vraie plus-value dans la méthode de suivi de la mise en œuvre, donc dans l'efficacité des dispositions du protocole de 2002. Oui, c'était pour rebondir sur ce que monsieur le professeur Jean-Christophe Martin venait d'énoncer. C'est vraiment cette dimension pratique que nous voulions intégrer dans le protocole et en proposant des indicateurs qui iraient plus loin, c'est-à-dire qui seraient plus détaillés sans rester forcément sur des indicateurs généraux, aller vraiment plus dans le détail pour que justement les États puissent y répondre par oui ou non de manière explicite. C'était vraiment pousser la dimension pratique du protocole, comment est mis en œuvre le protocole au sein des ordres juridiques internes de chaque État. Voilà. Si je peux ajouter quelque chose, d'ailleurs, sans avoir levé la main, je crois que cela est bien révélé par les questionnements qui ont été évoqués par Lucie et Mathéa sur le choix de formulation de certains indicateurs, alors que la consigne était, parce qu'il y a d'ailleurs derrière des enjeux de modélisation, de questionnaires avec des extractions statistiques, ce qui a été présenté hier par Christophe Bazin, on a fait le choix de maintenir quand même des indicateurs qui attendent une réponse chiffrée. Combien d'experts ont été identifiés par l'État qui pourraient être mis à disposition d'un autre pour lui prêter assistance face à un événement de pollution? On le voit, cela va très loin et ce simple fait d'avoir tenu à conserver quelques indicateurs chiffrés et non seulement qui attendent une réponse binaire oui, non, me semble révélateur du niveau d'ambition de nos étudiants et étudiantes quant au souci de trouver les meilleures manières d'accompagner les États et de leur demander des comptes, en fait, sur la mise en œuvre du protocole. Professeur Leray. Merci. Je voulais juste ajouter une dernière chose pour faire le lien aussi avec ce qui a été dit par la présentation des étudiants strasbourgeois. Vous savez, au début, on l'a dit dans notre présentation, nous étions tous néophytes à propos de cette question, plus ou moins néophytes à propos de la question des indicateurs juridiques. Et nous avons commencé à travailler avant d'avoir lu le livre de Michel Prieur et son équipe. Or, il nous est apparu, ça a été dit tout à l'heure en ouverture, que parmi les 6 familles théorisées dans cette analyse, au moins 5 sont venus assez spontanément aux étudiants. Alors, non, pas la théorisation des familles, bien sûr, mais l'élaboration d'indicateurs qui se rattachaient à ces familles est venue spontanément aux étudiants. Il me semble que ça a été la même chose du côté de Strasbourg, d'après ce que j'ai entendu tout à l'heure. Et pour rentrer un petit peu plus dans le détail d'ailleurs, les indicateurs qui sont utilisés dans le livre, utilisés aussi, et je crois théorisés par Julien Bétail dans sa thèse, les 120 et quelques détails d'indicateurs, nous semblent aussi couvrir l'intégralité de ce que nous avons appliqué. Et donc je crois qu'une des vertus des discussions de ce matin est aussi de montrer que ces 2 exercices pratiques à propos de la Convention Ramsar et d'un protocole à celle de Barcelone confirment encore une fois, si c'était encore besoin, la théorie qui a été élaborée. Absolutely. Are there any questions in the room? Yes, please. There's one question. Bien, alors merci beaucoup.
on a vu que la question de la finalité, ça pose beaucoup de questions, et j'imagine que à chaque nouveau rapport, à chaque nouveau travail, il y aura à nouveau des discussions sur la finalité. Bon, il y aura sûrement beaucoup d'autres réunions. Et moi, j'avais une question plus par rapport aux acteurs qui seront les acteurs futurs qui vont prendre en main les indicateurs juridiques. Est-ce qu'on doit continuer à s'appuyer sur une approche un peu bottom-up, décentralisée, où en fait chaque personne va progressivement prendre ces questions à son compte, ou est-ce que ce sera plutôt les États, ou on a vu aussi qu'il y aura sûrement aussi besoin de moyens, de beaucoup de gens qui travaillent dessus, de beaucoup de réflexions. Est-ce qu'il faudrait par exemple qu'une ONG, je sais pas, un groupe de travail à l'UICN ou au sein des Nations Unies prenne en compte ce travail? Et je me rappelle aussi hier, il y avait l'intervention du juge Antonio Benjamin qui expliquait que pourquoi pas, il faudrait s'appuyer sur l'intelligence artificielle. Et donc, dès qu'on parle de ça, ça demande beaucoup de moyens aussi financiers. Donc, moi, j'avais cette question par rapport à, quelle va être la suite pour les acteurs, même si on voit qu'au niveau des finalités, il y a beaucoup de questions qui continuent à être posées. Go ahead. If there's one more question, third question, we collect some questions and then we give them back to you. Non, c'était juste pour me présenter. Je m'appelle Thiago Pires da Cruz. Voilà, je suis dans le Master 2 à droit de l'environnement à Sceaux. Merci. Bonjour à tous, je m'appelle Louise Jaco, je suis en M2 avec Thiago, droit de l'environnement ici à Jean Monnet. Je profite d'avoir la parole déjà pour remercier Monsieur Durousseau, Monsieur Prieur pour la confiance qu'ils m'ont accordée, pour restituer les travaux des étudiants, et un grand merci aussi aux étudiants parce que leur travail était vraiment d'une très grande qualité. Donc félicitations à vous. J'avais une question parce qu'en fait à côté de ce M2, je suis une formation de juriste linguiste, donc de traduction juridique. Et en traduction, on a pour habitude d'accompagner nos travaux d'un glossaire, en fait, qui a pour objectif, de se souvenir que dans une telle traduction, tel terme a été traduit d'une telle façon, dans un tel contexte, selon telle source. Et je constate et j'ai pu constater en restituant les travaux des M2 qu'il y a vraiment une attention particulière qui est prêtée au choix de la terminologie, au choix des temps. Et donc, j'aurais voulu m'adresser à tout le monde, et particulièrement au M2, pour leur demander si un glossaire ou une boîte à outils concernant l'élaboration des indicateurs juridiques aurait, selon eux, été pertinent pour se souvenir que, dans un tel texte, dans telle convention qui porte sur tel sujet, tel terme a été traduit de telle façon pour exprimer un tel degré de contrainte, ou si c'est quelque chose qui ne serait pas forcément pertinent ici. Je vous remercie. Thank you very much. And there's a third question, please. Bonjour, moi c'est Ibrahim Sissé du Mali. Je suis doctorant en séjour à Limoges. Alors, ma question s'adresse effectivement aux étudiants de master de Strasbourg. Et est-ce que dans vos recherches, vous avez à vous intéresser des aspects approche intégrée ou sensibilisation, parce que nous savons que l'application des conventions, ça dépend des États, des niveaux de développement. Alors, et pourquoi approche intégrée? Parce que nous savons que les ressources naturelles, la biodiversité est également une fonction de nutrition. Alors, cet aspect, est-ce que elle peut être aussi un indicateur, en ce sens que nous n'oublions pas que chez nous, les administrations de l'environnement avaient un caractère répressif. Vous voyez un peu pourquoi j'amène cette question. Et du coup, la sensibilisation en direction, n'est-ce pas, de certains acteurs, utilisatrices et utilisateurs de ces ressources-là s'impose. Alors, est-ce que, ma question c'est ça, est-ce que les approches intégrées ou la sensibilisation peuvent être également considérées comme indicateurs? Du coup, je m'adresse un peu au professeur. Est-ce que le professeur Bastin hier a fait des démonstrations sur les graphiques, les tableaux? Est-ce que la perspective des indicateurs ne peut pas nous conduire vers les modèles ou les modélisations? Merci.
Okay. Thank you so much for the questions. And I open I invite the panel to address them. Very briefly, there was one question on, do we need, in a way, a watchdog for legal indicators? Who should follow up? Who should look at whether parties actually do these kinds of things? In particular, in a maybe temporal manner. Second question was about translations and coherence in translations, whether there should be a glossary where we have a coherent understanding of what certain terms mean. And then third, the question on the Ramsar Convention and the question whether integrated approach and awareness raising could be indicators as well. I open the panel to address these questions. Finally, we have like 10 minutes left, and I see Professor Martin has raised his hand. You have the floor, please. Thank you very much. Je voulais réagir à la première question qui a été posée par un étudiant sur finalement les acteurs, les destinataires de tous ces questionnaires sur les indicateurs pour apporter un élément de réponse sur précisément l'évolution à laquelle on est en train d'assister. C'est ce que j'évoquais un petit peu tout à l'heure. On a à l'heure actuelle, je parle ici de la Convention de Barcelone, de ces 7 protocoles et de la méthode générale qui s'y applique. On a ici cette méthode de suivi par les rapports nationaux remis à échéance régulière ou pas par des États. On essaye désormais de dépasser cette logique et vous avez ici eu droit à une présentation tout à fait stimulante de l'action qui est engagée par l'équipe de Michel Prieur, qui en fait ne s'est pas contenté de théoriser les familles d'indicateurs comme on en a parlé, mais qui a élaboré par exemple s'agissant de la Convention de Barcelone, pas de ces protocoles, et c'est ça que l'on espère apporter en complétant le travail qui a été réalisé par nos propositions d'indicateurs. Et donc, j'en reviens à la Convention de Barcelone. L'équipe du professeur Prieur a élaboré un questionnaire qu'il a commencé à diffuser et à diffuser à tout un nombre d'acteurs qui sont des acteurs soit institutionnels, soit non institutionnels, répartis sur l'ensemble du territoire pertinent. Par exemple, Michel Prieur, considérant que j'étais... Alors, Nice, vous le savez, c'est sur la Méditerranée. Quand je regarde par la fenêtre, je vois la mer. On a une formation en droit de la mer et des activités maritimes qui laisse évidemment une grande place au cadre régional juridique de protection de la Méditerranée. Donc, Michel Prieur a estimé que j'étais quelqu'un qui pouvait être concerné par le questionnaire. Il m'a donc envoyé et j'ai participé à la réponse. L'idée étant à ce stade de ne plus se limiter à l'évaluation de la mise en œuvre des dispositions en interrogeant les responsables, l'appareil d'État, disons, responsables des engagements internationaux de l'État, mais aussi des personnes qui sont censées avoir des informations, détenir des savoirs, être des acteurs, des parties prenantes en vérité. Donc voilà, c'est un petit retour d'expérience personnelle, mais pour illustrer la force de la méthode qui est déployée sur les indicateurs juridiques dans la phase pratique, vraiment de réalisation concrète, qui me semble tout à fait révélatrice d'un changement d'optique qu'on ne peut que saluer. Thank you so much. Michel, do you have no more question, but maybe I can ask you. There was a question on the issue of translation. Was that something you discovered? Was it a challenge that you encountered as well in your work, whether different terms were maybe translated differently and you would see a need for a glossary to establish consistency? C'était très difficile de regrouper différents thèmes qui pouvaient avoir des définitions similaires mais sensiblement différentes. Et je crois qu'on n'avait pas envisagé l'idée d'un glossaire parce qu'on a travaillé essentiellement avec la langue française. Mais c'est très intéressant. Ce serait vraiment très intéressant d'intégrer un glossaire, différence de traduction et la conception qu'ont les différentes langues par rapport au livre.
tout ça, du travail avec et je vais aussi répondre à la question des aspects de l'approche intégrée et de la sensibilisation. Car dans nos travaux, quand on a identifié les différentes obligations à portée juridique, il y en avait nombreuses qui portaient sur la sensibilisation de différents acteurs, qu'ils soient institutionnels ou associatifs. C'est vraiment très intéressant que ça constitue un indicateur juridique. Notamment prendre en compte la différence de développement, qu'est-ce qui a fait que les États ne sont pas parvenus aux résultats et quels besoins ils auraient. Voilà, merci. Alors notamment sur la question du PLSR, on n'a pas du tout envisagé cette possibilité dans nos travaux, mais c'est vrai que ça paraît plutôt pertinent, puisque les systèmes juridiques sont évidemment très très différents et avec des traditions différentes aussi, et des terminologies juridiques qui ont pour résultat qu'un certain terme a une définition et une traduction différente selon les États. Donc effectivement, peut-être que essayer de définir certains termes permettrait de converger en fait et d'arriver à avoir une vision unifiée des traductions en fait de la convention dans les États. Notre regard il est forcément biaisé par le droit qu'on a étudié, donc qui est plutôt le droit français, mais je pense que c'est un rapprochement qui peut être nécessaire et qui en fait semblerait dans une dynamique de coopération en fait entre les États pour avoir de meilleurs résultats, et je pense que ça renforcerait encore l'effectivité du droit de l'environnement, effectivement. Concernant la deuxième question sur alors c'était la troisième question, pardon, sur l'approche intégrée, la sensibilisation. Alors il me semble, si j'ai bien compris la question, mais je m'éloigne un peu du champ de mes compétences, mais il me semble que dans les indicateurs juridiques, en tout cas proposés par Michel Prieur, cette question, elle peut être envisagée dans le sixième critère. Alors, je sais pas si Michel Prieur peut confirmer, mais il me semble que la question de la sensibilisation peut être intégrée aux critères extra-juridiques en fait, qui vient renforcer les conditions d'application de la norme. Donc, dans ce critère extra-juridique, il y a par exemple la question de l'accès aux droits par le public, etc. Et si j'ai bien compris la question, la sensibilisation pourrait se joindre à ce critère un petit peu pour tout, si je peux me permettre, qui vient compléter les autres qui sont vraiment plus juridiques. Thank you very much. I see one last question that we take from the floor and then we close this part of the panel. Émilie, please. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Émilie Gaillard, maître de conférence en droit. Je voulais féliciter les étudiants de toutes ces universités pour leur travail. Je pense que ça doit être extrêmement satisfaisant pour Michel de voir ces pépinières travailler dessus, nos collègues. Et dans le cadre du master Génération Future et Transition Juridique, c'est un cours à part entière, les indicateurs juridiques. Et je pense que ce qui serait intéressant, et on le voit, enfin en tout cas, je pense que les étudiants, ça vous intéresse de voir ce qu'ont fait les autres camarades. Et je pense que mes étudiantes aussi, elles ont hâte de s'y mettre. Je pense que ça pourrait être une occasion de travailler aussi à l'international, parce qu'on voit bien qu'on peut travailler en France et faire peut-être aussi un petit réseau, un petit travail, un petit séminaire. Je ne sais pas si la Commission mondiale du droit de l'environnement pourrait envisager d'ici
2 ans, 3 ans. Ça, on laisse le temps qu'on forme nos étudiants, mais qu'on fasse une réunion internationale d'étudiants et on croise soit sur une convention différents regards de différentes régions. Je pense que ce qu'on avait dit hier, le champ qui est ouvert par les travaux de Michel sont absolument immenses et on a du travail pendant plusieurs dizaines d'années dans tous les continents et sur toutes les générations. Donc, je voulais terminer là-dessus et encore dire bravo pour toutes ces inspirations. Merci. Thank you so much, Emily. And I completely agree. It's a fascinating and very important topic, and we will continue working on it. Finally, one last question to you, Jakuba. You've been so quiet recently. Could you share with us your hopes and your expectations for the resolution? What do you think is going to happen? And if it may not succeed, we never know. Is there a plan B? Is there a backup plan that you may want to pursue? Merci beaucoup, Christina, pour avoir travaillé au sein d'un ministère. Je connais un peu le système des Nations Unies. C'est vrai qu'avec le Pacte mondial, on a suivi les négociations, mais ça n'a pas abouti à ce que la France et peut-être l'Union européenne voulaient. Mais en fait, quand vous introduisez un projet au sein des Nations Unies, on sait qu'au niveau des Nations Unies, il y a des groupes. Par exemple, il y a le groupe Afrique, il y a le groupe Europe, le groupe Amérique. Amérique, il n'y a pas de groupe. C'est les États-Unis en un seul constitué un groupe et ils sont très puissants. Ils n'ont pas besoin d'être accompagnés par beaucoup de pays. Mais nous, en Afrique, on a le groupe des 77 plus la Chine. Et on n'est pas quand même faible au sein donc des Nations Unies. Et effectivement, lorsque nous avons déposé donc les indicateurs, il y a eu des échanges au niveau donc de ce groupe africain. Et les échanges ont montré que nous avons déjà l'appui de ce groupe africain-là lorsqu'il s'agira justement donc de voter sur le projet donc d'indicateurs. Pour nous, c'est un indicateur qui montre que nous avons l'espoir. C'est vrai qu'on n'est pas à la COP 14, mais moi, je préfère plus tabler sur le plan A que de prévoir un plan B. Je ne pense pas à un échec. Certainement qu'après, peut-être le groupe Afrique des 77 plus la Chine, on peut encore s'ouvrir donc à d'autres groupes, peut-être le groupe Europe, pour avoir donc l'appui sur cette. Si on a le groupe Afrique et le groupe Europe à la COP 14, je pense que même si les États-Unis n'en veulent pas, on pourra quand même triompher. Thank you. Fair enough. and best of luck. You will need support, and I'm sure you will get it. Well, with that, please allow me to thank this first panel in a round of applause. Thank you so much.